Mon mari m'a envoyé par erreur un mémo vocal destiné à ma sœur. Lors de notre dîner d'anniversaire, je l'ai joué à voix haute et la salle s'est figée. Il a tenté de m'arracher le téléphone, mais j'ai reculé et lui ai posé la question qui l'a fait blêmir. J'entends encore le tintement des verres, les rires, l'orchestre qui jouait quelque chose de doux et de chic en arrière-plan. Notre dîner pour notre 10e anniversaire de mariage, le salon privé du restaurant rempli de 40 personnes, amis, collègues, mes parents, la famille d'Eric, même Laura. Je souriais si fort que j'en avais mal aux joues, essayant de me convaincre que tout était parfait. J'aurais dû me méfier. Eric s'est levé pour porter un toast, sa cravate légèrement desserrée, son charme allumé comme un projecteur de scène. Il a toujours adoré être le centre de l'attention, se prélassant dans l'admiration. Il a levé son verre et m'a souri. À ma magnifique épouse, Chloé, qui me supporte depuis 10 ans. Elle est la colonne vertébrale, l'organisatrice, le cœur de cette famille. La salle a applaudi. Mon visage brûlait de fierté et d'amour, même si quelque chose en moi clochait, comme une sorte d'électricité statique sous la peau. Puis c'est arrivé. Un collègue, pompette et la langue bien pendue, a lancé depuis la table, et, Eric, raconte-lui l'histoire de ce mémo vocal. Le truc le plus drôle que j'ai jamais entendu. L'atmosphère a changé. J'ai vu le sourire d'Eric vaciller juste une seconde, mais c'était suffisant. Ma poitrine s'est serrée. Quel mémo vocal, ai-je demandé, ma voix calme, mais ma main figée autour du pied de mon verre. Eric a ri un peu trop vite. Rien, chérie. Une blague entre nous. Non, non, a insisté le collègue en riant. Celui que tu as envoyé par accident. On l'a écouté au bureau, mec. Audacieux. La pièce est devenue silencieuse, tous les regards oscillant entre nous. J'ai senti mon téléphone vibrer dans ma pochette. Presque instinctivement, je l'ai sorti. Un nouveau message d'Eric, datant de plus tôt dans la journée. Un mémo vocal. Mon estomac s'est noué. J'ai appuyé sur lecture. Sa voix a rempli la pièce, amplifiée dans le silence soudain. Laura, tu as été incroyable hier soir. Je te jure que Chloé n'a aucune idée. Parfois, je pense qu'elle croit vraiment à toutes ces conneries d'anniversaire. J'ai hâte de t'avoir à nouveau pour moi tout seul. Juste nous deux. Mon Dieu, la façon dont tu as ri quand je te l'ai dit. Le hoquet de stupeur qui a parcouru la salle fut comme une gifle physique. Mes oreilles bourdonnaient, ma vision s'est rétrécie, mais j'ai gardé la main stable en tenant le téléphone pour que tout le monde entende. Et puis est venue la voix de Laura dans l'enregistrement. Inimitable, basse et sensuelle. Elle est si aveugle, Eric. C'est presque pathétique. Des chaises ont grincé. Quelqu'un a laissé tomber une fourchette. Ma mère a couvert sa bouche. Le visage de mon père a pris une teinte que je n'avais jamais vue auparavant. Eric s'est jeté vers moi en sifflant « Éteins ça ». J'ai reculé, tenant le téléphone plus haut. Non, écoutons tous, puisque c'est si drôle. Ma voix n'a pas tremblé, bien que mes entrailles fussent en feu. Laura était assise, figée, de l'autre côté de la table, le visage pâle, sa main serrant son verre de vin si fort que j'ai cru qu'il allait voler en éclats. « Tu couches avec ma sœur », ai-je dit assez fort pour que tout le monde entende. Les mots avaient un goût de poison et de verre. « Et tu te moques de moi pendant que tu le fais. » Le masque d'Eric est tombé. Ses yeux balayaient la pièce, désespérés, calculateur. « Chloé, ce n'est pas ce que tu crois. » Vraiment, les jeux interrompus, parce que j'ai l'impression que tu étais impatient de te faufiler à nouveau avec ma sœur pendant que j'étais en train d'organiser cette célébration pour toi. Le silence s'est abattu sur la pièce. Les gens regardaient, non seulement par choc, mais par faim de scandale, de retombée. Je me suis tourné vers Laura. Dis-moi, depuis combien de temps me trahis-tu? Était-ce pendant que Léa faisait la sieste à l'étage? Était-ce à Noël quand tu me souriais de l'autre côté de la table? Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun mot n'est sorti. Elle s'est recroquevillée sur sa chaise, une rougeur cramoisie montant le long de son cou. Eric a attrapé mon bras. S'il te plaît, sortons. Je me suis dégagé brusquement. Ne me touche pas, ma voix a claqué comme un fouet. Tu m'humilies dans mon propre mariage, dans ma propre famille, et tu penses que tu as le droit de contrôler ce moment aussi? Non. Les chuchotements se sont intensifiés. Des téléphones étaient maintenant sortis, enregistrant discrètement. Eric le savait.
Sa mâchoire s'est crispée, ce mélange de colère et de panique. Il ne pouvait plus se cacher. Et puis c'est arrivé. Je l'ai giflé. Le son a résonné dans le silence comme un coup de feu. Sa tête a basculé sur le côté, sa main se portant instinctivement à sa joue. Un hoquet collectif a parcouru la foule, mais je n'ai ressenti qu'une clarté absolue. Je me suis tenu droite, le regardant droit dans les yeux. Félicitations, Eric. Tu m'as offert le plus beau cadeau d'anniversaire de tous. Une preuve. La preuve de qui tu es. La preuve de ce que vous avez fait tous les deux. Et je te promets ceci, je ne le pardonnerai jamais. Et je ne l'oublierai jamais. J'ai attrapé ma pochette, j'ai tourné les talons et je suis sorti. Mes talons claquaient sur le sol en marbre, d'un pas sûr, sans trembler. Derrière moi, des voix s'élevaient. Des questions, des accusations, les supplications d'Eric. Rien de tout cela n'avait d'importance. Mon sang rugissait dans mes oreilles, mais mon esprit n'avait jamais été aussi vif. À l'entrée, je me suis arrêté et me suis retourné une dernière fois, projetant ma voix par-dessus le silence stupéfait. Profitez de votre dîner, parce qu'à partir de maintenant, Eric, je vais te prendre tout ce à quoi tu tiens, et je le ferai en plein jour. Puis je suis parti dans l'air de la nuit, dans le froid qui m'enveloppait comme de l'acier. Mon mariage était terminé. Ma famille déchirée, mais je complotais déjà. La vengeance n'était pas une idée. C'était un serment gravé dans mes os. Et je ne faisais que commencer. Je n'ai pas épousé Eric aveuglément. Du moins, c'est ce que je me suis dit pendant des années. Nous nous sommes rencontrés quand j'avais 24 ans, fraîchement sorti de l'université, avide de faire mes preuves dans le monde de l'entreprise. Il était déjà établi, un peu plus âgé, plein de charisme. Il m'a donné l'impression d'avoir enfin trouvé quelqu'un de stable, quelqu'un qui croyait en moi. Mes amis le trouvaient charmant. Mes parents le trouvaient fiable. Je l'appelais mon choix de sécurité. Notre mariage n'était pas somptueux, mais il était magnifique. Nous avons acheté une première maison à Lyon avec l'acompte de mon héritage. De l'argent que j'aurais dû économiser, mais Eric m'a convaincu que c'était un investissement dans notre avenir. Je l'ai cru. Chaque clou que j'ai planté dans cette maison, chaque couche de peinture, chaque conversation tard dans la nuit sur les factures, je pensais que c'était pour construire quelque chose d'inébranlable. Quand Léa est née, j'ai pris du recul par rapport à mon travail. Pas complètement. Je gérais encore des projets à temps partiel, mais le poids de la maison, de la garde des enfants, de la logistique sans fin est retombé sur mes épaules. Eric a promis qu'il prendrait le relais, mais sa version du soutien consistait à payer les factures et à se montrer pour l'histoire occasionnelle du soir. Je me disais que c'était suffisant. Il y avait des signes. Bien sûr qu'il y en avait. Les nuits tardives au bureau, l'intérêt soudain pour le fitness alors qu'il ne s'en était jamais soucié auparavant, Laura passant à la maison à des heures étranges, prétendant vouloir aider avec Léa. À l'époque, j'ai tout balayé d'un revers de la main. J'avais toujours été celle qui maintenait la famille unie, qui accordait aux gens le bénéfice du doute. Je me disais que ma sœur était juste là pour me soutenir, qu'Eric était juste ambitieux, que je réfléchissais trop. Avec le recul, je vois les schémas. La façon dont le rire de Laura s'attardait trop longtemps quand Eric faisait une blague. La façon dont son téléphone semblait se retourner chaque fois que j'entrais dans la pièce. Les réunions de famille où Laura réussissait toujours à s'asseoir à côté de lui, se penchant, chuchotant, agissant comme si je n'étais même pas là. Et pourtant, je suis restée silencieuse parce que l'alternative, admettre que quelque chose n'allait pas, c'était comme tirer sur un fil qui pourrait défaire toute ma vie. J'ai fait des sacrifices. C'est la partie qui fait le plus mal. J'ai sacrifié l'élan de ma carrière, refusant une promotion qui m'aurait fait déménager dans une autre région parce qu'Eric disait que Lyon était l'endroit où nous élèverions notre famille. J'ai investi mes économies dans son idée d'entreprise, pour qu'il la ferme discrètement quand elle a échoué, sans jamais me rembourser. Je l'ai défendu quand ma mère a murmuré qu'il semblait distrait, que son regard vagabondait. Je l'ai choisi encore et encore, même quand le doute me rongeait comme de la rouille. La nuit après le dîner d'anniversaire, j'étais assise dans la chambre de Léa pendant qu'elle dormait, regardant sa petite main enroulée autour de son lapin en peluche. Elle avait 8 ans, assez grande pour comprendre la tension, mais trop jeune pour porter le poids de la trahison. Je me suis juré qu'elle ne grandirait pas en voyant sa mère accepter l'humiliation comme quelque chose de normal. Elle méritait un modèle de force, pas d'endurance silencieuse. Le lendemain matin,
alors que j'essayais d'avaler le goût de café qui ressemblait à de la cendre dans ma bouche, Léa est entrée dans la cuisine en pyjama, en traînant des pieds. Elle s'est frotté les yeux et a dit d'un ton presque désinvolte, « Maman, pourquoi est-ce que papa chuchotait avec Tati Laura dans le garage la semaine dernière? Il m'a dit de ne pas te le dire. » C'était comme le dernier clou qu'on enfonçait dans le cercueil. La trahison n'était plus seulement la mienne. Elle s'était déversée dans le monde de ma fille. Eric l'avait entraîné dans sa toile de secret, lui apprenant à mentir, à le couvrir. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est durci. J'aurais pu le nier à nouveau, le mettre sur le compte de l'imagination d'un enfant, mais l'innocence de Léa ne laissait aucune place aux excuses. Elle avait vu, elle avait entendu, et elle me faisait assez confiance pour me le dire. Cette confirmation m'a blessé plus profondément que n'importe quel mémo vocal, plus profondément que n'importe quelle humiliation publique. J'ai embrassé le sommet de sa tête et je me suis promis quelque chose qu'elle n'avait pas besoin d'entendre à voix haute. J'en avais fini de me sacrifier, de protéger Eric, de faire semblant. À partir de ce moment, l'enjeu n'était plus seulement un mariage, une maison ou même un héritage. Il s'agissait de l'exemple que je donnais à ma fille. Si Eric pensait qu'il pouvait me trahir discrètement et s'en tirer sans une égratignure, il n'avait aucune idée de qui j'étais quand on me poussait à bout. Il pensait que j'étais le choix de la sécurité. Il était sur le point d'apprendre que j'étais la mauvaise personne à sous-estimer. Le choc m'a porté pendant le dîner d'anniversaire. Le chagrin m'a porté pendant la nuit. Mais au lever du soleil le lendemain matin, je n'étais plus seulement une femme trahie. J'étais une stratège. Quelque chose en moi s'est enclenché. Un interrupteur dont j'ignorais même l'existence. Je n'allais pas me noyer dans les mensonges d'Eric. J'allais les utiliser comme de l'oxygène. Le premier coup, c'était l'argent. Toujours l'argent. La trahison fait mal. Mais le contrôle se mesure en compte et en signature. Pendant qu'Eric était au travail, faisant semblant que rien ne s'était passé, je me suis connecté à toutes les banques et cartes de crédit que nous avions. Compte courant joint, épargne, même le compte d'investissement qu'il touchait à peine. J'ai viré la moitié sur un nouveau compte à mon nom seul, puis j'ai appelé la banque pour geler le reste. Mon héritage avait été englouti dans cette maison et ses comptes. Il n'allait pas jouer avec ce qui restait. Le deuxième coup, c'était l'avocate. Je n'en avais jamais eu besoin auparavant, mais l'appel m'a semblé naturel, comme une joueuse d'échecs faisant enfin glisser la reine sur l'échiquier. J'ai pris rendez-vous avec une femme recommandée par une collègue, une avocate spécialisée en divorce réputée pour être impitoyable, efficace et impossible à intimider. Sa voix seule au téléphone m'a rassuré. Elle m'a dit de rassembler toutes les preuves possibles, le mémo vocal, les textos de Laura, les relevés financiers, tout ce sur quoi je pouvais mettre la main. Pour la première fois depuis que l'enregistrement avait retenti dans ce restaurant, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à du soulagement. Je n'étais pas impuissante. Cette nuit-là, j'ai fouillé nos dossiers au sous-sol. Livrets de famille, documents hypothécaires, déclarations de revenus. Mes doigts tremblaient, mais pas de tristesse, de clarté. Chaque page que je sortais était un clou de plus pour le cercueil d'Eric. Chaque signature me rappelait les sacrifices que j'avais faits, la vie que j'avais construite et protégée pendant qu'il était occupé à se faufiler avec ma sœur. Puis est venue la maison. Notre maison. Ma maison, en réalité. J'avais financé la compte, choisi chaque luminaire, peint chaque mur. J'ai appelé une agente immobilière de confiance et lui ai dit que je voulais une évaluation privée. Pas parce que je vendais, mais parce que je voulais avoir des chiffres en main avant qu'Eric ne réalise ce qui se passait. Au troisième jour, j'avais mis à jour les dossiers scolaires de Léa pour me désigner comme tutrice principale. Eric ne l'a pas remarqué. Trop occupé à raconter des mensonges à ses amis. Mais moi, je remarquais tout. Plus je prenais de mesures, moins il comptait. Bien sûr, il a fini par comprendre. Ça a commencé avec la carte de crédit. Il est entré en trompe dans la cuisine un soir, agitant son téléphone comme une arme. Pourquoi la carte Visa premier est-elle refusée? Tu as oublié de payer la facture? Je l'ai regardé droit dans les yeux, calme, contrôlé. Non, j'ai gelé le compte. Sa mâchoire est tombée. Tu as fait quoi? Tu m'as entendu. Je n'ai pas crié. Je n'en avais pas besoin. Mon argent, mon héritage, mon crédit ne vont pas financer ta liaison avec ma sœur. Si tu as besoin d'impressionner Laura, débrouille-toi avec ton propre argent. Il a frappé du poing sur le comptoir.
Tu ne peux pas faire ça. C'est un compte joint. C'était un compte joint, les jeux interrompus, ma voix aussi tranchante que du verre. Plus maintenant. Pour la première fois, j'ai vu la panique vaciller sur son visage. Une vraie panique, pas seulement de la colère ou de la fanfaronnade. Il a réalisé que je ne jouais pas le rôle de l'épouse dévastée, attendant ses excuses. Je construisais un mur brique par brique, et il était à l'extérieur. Il a réessayé, en baissant le ton. Chloé, s'il te plaît, parlons. Tu réagis de manière excessive. On peut arranger ça. J'ai ri, non pas parce que c'était drôle, mais parce que les mots étaient si prévisibles, si pathétiques. Tu m'as envoyé tes aveux, Eric. Il n'y a rien à arranger. Il n'y a que des retombées, et je te promets qu'elles arrivent. Il a alors reculé, marmonnant dans sa barbe, essayant de sauver une dignité qu'il n'avait plus. Je l'ai regardé partir, mon pouls régulier. Je n'avais pas peur. Je n'étais pas incertaine. Pour la première fois depuis des années, j'étais en contrôle. Cette nuit-là, j'ai bordé Léa dans son lit, je lui ai embrassé le front et j'ai murmuré « Maman gère la situation ». Elle ne connaissait pas la tempête qui se préparait autour de nous, et elle n'avait pas besoin de le savoir. Tout ce qu'elle avait besoin de voir, c'est que sa mère ne s'effondrait pas. La trahison avait brisé quelque chose en moi. Oui, mais elle avait aussi construit quelque chose de nouveau. De l'acier, là où il y avait autrefois de la douceur. De la stratégie, là où il y avait autrefois des sacrifices. Eric se croyait malin, à se faufiler, à se cacher dans l'ombre. Mais j'en avais fini de vivre dans l'ombre. Mes actions étaient à découvert, délibérées, imparables. Et le meilleur, c'est qu'il n'avait encore rien vu. Eric a toujours cru que les conséquences étaient pour les autres. Il se sortait de ses erreurs avec du charme, un mensonge rapide ou des excuses à moitié sincères. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, chaque fissure que j'ouvrais s'étendait rapidement, comme une toile d'araignée sur du verre. Et il n'avait aucune idée de comment l'arrêter. L'argent a été le premier domino. En quelques jours, ses appels à la banque sont devenus frénétiques. Il débarquait dans le salon avec son téléphone collé à l'oreille, aboyant sur un pauvre représentant du service client. C'est illégal. Ma femme ne peut pas simplement geler mes cartes. Puis il raccrochait violemment, me fusillant du regard comme si l'intimidation pouvait annuler des signatures. Je sirotais mon café en silence, sachant très bien que non seulement c'était légal, mais que c'était béton. Son visage, quand il a réalisé que son accès à l'argent liquide avait disparu, était presque comique. L'homme qui se vantait de payer les additions au restaurant, de brandir sa ligne de crédit comme à un signe d'honneur, ne pouvait même plus faire le plein d'essence sans que je le sache. Puis sont venues les rumeurs. Lyon n'est pas une petite ville, mais notre cercle n'était pas si grand. Les gens parlent vite. Ce mémo vocal du dîner d'anniversaire avait déjà commencé à tourner parmi les amis, les collègues et la famille élargie. Il se propageait par fragments. Tu as entendu parler d'Eric ? Elle a fait jouer l'enregistrement à voix haute, avec sa sœur. Tu y crois ? Le lundi, quand Eric est arrivé au travail, les yeux de ses collègues racontaient toute l'histoire. Il n'était plus un leader. Il était un potin. Laura ne s'en sortait pas mieux. Nos parents ont cessé de répondre à ses appels. Ma mère, qui l'avait toujours défendue, m'a dit sèchement, elle n'est plus la bienvenue dans ma maison. Pour une fois, la désapprobation de ma mère n'était pas dirigée contre moi. C'était sa plus jeune fille qui faisait face à tout le poids du jugement. Laura a essayé de m'envoyer des messages, de faibles excuses, des prétextes incohérents, mais j'ai tout ignoré. Elle pouvait se noyer dans sa propre honte. Les retombées ont atteint Léa aussi, bien que je l'ai protégée du mieux que je pouvais. Elle est rentrée de l'école un après-midi, les joues rouges, serrant son sac à dos. « Maman, pourquoi les enfants disent que papa a des problèmes ?» Ma poitrine s'est serrée, mais je me suis accroupi à son niveau et j'ai dit, parce que papa a fait de mauvais choix. Mais toi et moi, nous sommes en sécurité, et c'est tout ce qui compte. Elle a hoché la tête lentement, encore trop jeune pour comprendre la trahison, mais assez âgée pour sentir la vérité. La famille d'Eric était divisée. Son frère a complètement cessé de prendre ses appels. Son père, toujours plus de gueule que d'action, m'a envoyé un texto en privé. Quoi que tu aies besoin pendant cette période, Chloé, tu as mon soutien. Ce message valait plus que tous les mots vides d'Eric.
Mais la vraie fissure dans son armure est apparue quand il a essayé d'exercer son contrôle. Un soir, il m'a coincé dans la cuisine, sa voix basse et tranchante. Tu es en train de me ruiner. Tu comprends ça? Geler les comptes, répandre des rumeurs. Tu montes tout le monde contre moi. Je me suis adossé au comptoir, calme, stable. Tu t'es ruiné toi-même au moment où tu as appuyé sur enregistrer. Tout ce que je fais, c'est m'assurer que le monde te voit tel que tu es. Ses yeux se sont rétrécis, la fureur bouillonnant. Je vais arranger ça. Les gens me croiront. J'ai presque ri. Arranger ça? Tu ne peux même pas faire tes courses sans me supplier pour de l'argent. Et les gens ne te croient pas, Eric. Ils t'ont entendu de ta propre voix. Tes propres mots. Il a frappé la main contre le mur, le bruit faisant bouger Léa à l'étage. Je suis resté sur mes positions, refusant de broncher. Ne lève plus jamais la main dans cette maison, ai-je averti, ma voix glaciale. Il s'est figé, me fixant. Réalisant peut-être pour la première fois que je n'avais plus peur. Les jours passaient et son désespoir grandissait. Il a commencé à m'envoyer des textos à des heures étranges, des chaînes de supplications et de menaces. Il faut qu'on parle. Tu fais une erreur. Ne fais pas ça à Léa. Puis sont venus les appels tard dans la nuit. Son numéro s'affichant sur mon écran pendant que j'étais éveillé, fixant le plafond. Je l'ai laissé sonner à chaque fois. À la fin de la semaine, il a fait sa première vraie tentative pour me joindre en personne. Je ramenais Léa de l'école quand il s'est arrêté en voiture, baissant la vitre avec ce faux sourire qu'il utilisait avec les étrangers. « Chloé, on peut parler ?» Juste 5 minutes. Léa a serré ma main plus fort, sentant ma tension. J'ai secoué la tête. Pas ici. Pas maintenant. Chloé, s'il te plaît. Tu ne comprends pas ce que tu fais. Je me suis arrêté de marcher, je l'ai regardé droit dans les yeux en plein jour. D'autres parents se promenaient autour de nous. Je comprends exactement ce que je fais. Tu pensais que la trahison me briserait. Elle ne fait que me construire. Son sourire a vacillé. Les gens regardaient. Ils le savaient. Et pour une fois, il n'avait pas de réplique intelligente. Aucune façon de se sortir de là avec son charme. Il est parti, le visage dur, les mains agrippées trop fort au volant. J'ai expiré lentement, en serrant la main de Léa. Les conséquences ne faisaient que commencer. Il avait perdu de l'argent. Il avait perdu le respect. Il avait perdu le soutien de sa famille. Et maintenant, il perdait la seule chose qui m'avait jamais tenu attaché. La peur. Eric était en train de s'effondrer. Et je ne faisais que commencer. La famille d'Eric croyait qu'un dîner arrangerait les choses. Sa mère m'a appelé elle-même, la voix tremblante mais pleine d'espoir. « S'il te plaît, Chloé, viens. Nous devons en discuter en famille. C'est le moment de guérir. » Guérir? Le mot m'a donné envie de rire. Pourtant, j'y suis allé. Pas pour Eric, pas pour Laura. J'y suis allé parce que le silence protège les coupables, et j'en avais fini de protéger qui que ce soit d'autre que ma fille. Le restaurant était l'un de ces endroits chics de Lyon. Bois sombre, nappe blanche, serveurs glissant comme des fantômes. Le genre d'endroit où la réputation comptait plus que la nourriture. Je suis entré, vêtu de noir, sans fioriture, sans sourire. Eric était déjà là, assis, raide, à la table avec ses parents, son frère et, bien sûr, Laura. Elle avait eu le culot de se montrer, les cheveux lisses, les lèvres pincées dans une fausse image de regret. « Chloé » commença Eric alors que je m'approchais. Sa voix était basse, répétée. « Merci d'être venu. Je sais que nous avons eu des malentendus. » Je l'ai interrompu avec un rire assez vif pour trancher du verre. « C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant? Des malentendus ?» La table s'est tendue. Les fourchettes se sont immobilisées. Sa mère a ouvert la bouche, mais j'ai levé la main. Non. Vous m'avez demandé de venir, alors écoutez. J'ai sorti mon téléphone de mon sac, le même appareil qui avait révélé ses secrets au grand jour des semaines plus tôt. Vous voulez tous croire que c'était une erreur. Que Eric a dérapé une fois et l'a regretté. Très bien, testons cette théorie. J'ai tapoté l'écran et les fait glisser sur la table. Allez-y, lisez-les. Le visage d'Eric s'est vidé de sa couleur alors que son père prenait le téléphone,
faisant défiler les textos que j'avais sauvegardés. Pas un message, pas une nuit de faiblesse, mais des mois de conversation. Lui se moquant de moi parce que j'étais trop fatigué pour remarquer. Laura lui disant qu'elle avait hâte de porter le collier qu'il lui avait acheté pendant que je faisais le budget des courses. Des plans qu'il faisait pendant que j'étais à la réunion parents-professeurs de Léa. Des halètements ont éclaté autour de la table. Son frère a repoussé sa chaise. Espèce de malade. Le visage de Laura s'est tordu, les larmes menaçant mais ne coulant pas. Chloé, s'il te plaît. J'ai fixé mon regard sur elle. Ne m'adresse pas la parole. Tu m'as trahi dans ma propre maison, avec mon propre mari, pendant que ma fille dormait à l'étage. Tu n'obtiendras pas de pardon. Tu n'obtiendras même pas de mots. Eric a tendu la main vers le téléphone, mais son père lui a frappé la main. Tu as déshonoré cette famille. La voix du vieil homme tremblait de fureur. As-tu la moindre idée de ce que les gens disent? Tu nous as traînés dans la boue. Pour une fois, Eric n'avait aucune répartie. Il est resté assis là, acculé, son image soigneusement construite s'effondrant. Et c'est là que je me suis levé, repoussant ma chaise avec une lenteur délibérée. Tout le restaurant était devenu silencieux, les regards passant de leurs assiettes à notre table. Parfait. Un public. Vous voyez, ai-je dit, ma voix portant juste assez pour atteindre les tables voisines. Eric pensait qu'il pouvait me tromper avec ma sœur et s'en tirer sans une égratignure. Il pensait que le silence le protégerait. Mais le silence, c'est fini. Vous vouliez guérir? La voici. La vérité. Brute, laide, et c'est à lui seul de la porter. Eric s'est levé d'un bond. Chloé, arrête de faire une scène. Je me suis retourné, croisant son regard furieux. Une scène? C'est la scène que tu as créée. Tu ne t'attendais juste pas à ce que je mette en place le décor. Le serveur s'est figé au milieu d'un versement à la table voisine. Le couple près de la fenêtre s'est penché. Des téléphones se sont discrètement inclinés. Parfait encore. La mère d'Eric a chuchoté, s'il te plaît, assieds-toi. Les gens regardent. C'est le but, ai-je dit calmement. Puis je me suis penché vers Eric, assez près pour qu'il sente mes mots le brûler. Partout où tu iras à partir de maintenant, les gens sauront. Ils chuchoteront. Ils te dévisageront. Tu as construit cette réputation, et je m'assurerai qu'elle te colle à la peau. Je me suis redressé et j'ai prononcé la phrase que j'attendais de dire, celle que je savais qu'elle se répandrait au-delà de ces 4 murs. Eric, tu ne m'as pas seulement trompé. Tu as auditionné pour le rôle du lâche, et tu l'as décroché. Le silence qui a suivi était épais, stupéfait. Puis est venu le premier petit rire, puis un autre, jusqu'à ce que des rires étouffés se propagent dans la salle. Laura s'est levée d'un bond de sa chaise, marmonnant quelque chose sur le fait qu'elle n'avait pas besoin de ça, et s'est enfuie vers la sortie. Ses talons claquaient sur le carrelage comme des coups de feu en retraite. Eric est resté figé, le visage couvert de plaques rouges, la fureur et l'humiliation se mélangeant en une expression que je n'oublierai jamais. Ses parents ne pouvaient même pas le regarder. Son frère secouait la tête de dégoût. J'ai pris mon sac, calme, sans hâte. Bon appétit à tous. J'ai fini de gaspiller mon appétit ici. Et je suis sorti. Pas de larmes, pas d'hésitation. Juste le rythme régulier de mes talons résonnant sur les murs, le même son qui m'avait porté hors de notre dîner d'anniversaire des semaines plus tôt. En sortant dans l'air nocturne, mon téléphone a de nouveau vibré. Des messages affluaient déjà, d'amis, de connaissances, même d'inconnus qui étaient dans le restaurant. Mes mots se répandaient plus vite qu'un feu de forêt. Eric a toujours aimé avoir un public. Maintenant, il en avait un. Mais cette fois, il n'applaudissait pas. Il riait. Et je n'avais pas encore fini. Eric a toujours pensé qu'il pouvait dompter une tempête avec des mots. Dans son esprit, les mots étaient des armes et l'image une armure. Après l'humiliation au restaurant, il est passé en mode communication de crise. En quelques jours, il appelait des journalistes qu'il connaissait grâce à ses relations professionnelles, leur livrant sa version des faits. Le premier article est paru dans un magazine local, une interview où Eric se présentait comme le mari blessé. Il prétendait que j'avais mal interprété des blagues privées et que ma sœur et moi avions des problèmes de longue date que j'utilisais maintenant pour détruire la réputation d'un homme bien. L'article le présentait comme la victime d'une femme vindicative. Quand je l'ai lu, j'ai presque ri. Eric, la victime,
l'homme qui m'avait regardé dans les yeux tout en se faufilant avec ma sœur, était maintenant un martyr. Il pensait que la sympathie pouvait écraser des enregistrements. Il pensait qu'une séance photo soignée lui assis au bord d'un fauteuil en cuir, le menton baissé, la cravate juste assez desserrée pour paraître humain pouvait effacer la vérité. Mais le problème avec les mensonges, c'est qu'ils sont fragiles. Une fissure et toute la structure s'effondre. La fissure est arrivée plus vite que je ne l'avais prévu. Un ami du bureau d'Eric m'a envoyé des captures d'écran. Le mémo vocal y avait déjà circulé, mais maintenant les textos entre lui et Laura faisaient également surface. Des blagues privées sur moi, des plans qu'ils avaient faits à mes dépens. Des commentaires grossiers qui anéantissaient toute prétention de malentendu innocent. Quelqu'un les avait fait fuiter, et ils sont arrivés dans ma boîte de réception comme des cadeaux emballés d'argent. Je n'ai pas eu à faire quoi que ce soit de spectaculaire. Juste un transfert bien placé aux bonnes personnes. En quelques heures, ces captures d'écran ont atterri sur un groupe Facebook privé de quartier. Et de là, l'incendie s'est déclaré. Les femmes du groupe l'ont démoli. Les commentaires s'empilaient par centaines. Classique manipulateur. 10 ans de mariage jetés à la poubelle. Imaginez faire ça à la mère de votre propre enfant. Le lendemain, Twitter s'en était emparé. Un hashtag a commencé à devenir tendance. Eric le lâche. Au début, j'ai cru que c'était un coup de chance. Puis ça s'est propagé. Des comptes de mèmes, des pages de potins, même des influenceurs locaux s'y sont mis. Quelqu'un a extrait la phrase que j'avais prononcée au restaurant. Tu ne m'as pas seulement trompé. Tu as auditionné pour le rôle du lâche, et tu l'as décroché. C'est devenu un jingle sonore superposé à des vidéos TikTok, synchronisées sur les lèvres par des inconnus à travers le pays. Eric détestait plus que tout la moquerie. Et maintenant, la moquerie était sa monnaie d'échange. Il a tenté de riposter. Il a fait un direct sur Instagram, assis dans sa voiture, la voix basse, essayant d'avoir l'air contrit. Nous faisons tous des erreurs. J'ai demandé pardon. J'ai supplié qu'on respecte ma vie privée. Il n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil aux commentaires, espérant clairement du soutien. Mais le fil d'actualité est devenu brutal rapidement. Des milliers de commentaires ont afflué. Une erreur, c'est d'oublier le lait. Pas de coucher avec la sœur de sa femme. Où est Laura maintenant, lâche? Montre-nous les preuves. Chloé l'a déjà fait. Il a mis fin au direct après 12 minutes, le visage pâle, les mains tremblantes alors qu'il tendait la main pour couper le flux. L'humiliation n'était pas seulement en ligne. Il est entré dans son bureau et a trouvé des chuchotements qui l'attendaient. Les invitations à déjeuner se sont taries. Les collègues ont cessé de le regarder dans les yeux. Des clients ont annulé des réunions. La réputation n'était plus une chose abstraite. C'était un revenu, une opportunité, une survie. Et Laura? Elle a essayé de disparaître, a supprimé ses réseaux sociaux, a cessé de répondre aux appels, mais c'était trop tard. Quelqu'un a déterré de vieilles photos d'elle et d'Eric ensemble, les publiant avec des légendes comme la trahison familiale, ça frappe différemment. Son nom a été traîné dans tous les fils de discussion, toutes les sections de commentaires. Même de vieux amis lui ont tourné le dos. À la maison, le silence était épais. Eric a essayé de me parler une fois, debout dans l'embrasure de la porte de la chambre d'amis où il dormait. Sa voix était faible. Tu apprécies ça, n'est-ce pas? Me voir m'effondrer. Je l'ai regardé, sans ciller. Je n'ai pas à l'apprécier. J'ai juste à laisser faire. Il a secoué la tête, marmonnant à quel point j'étais cruelle, vindicative. Mais la vérité était simple. Je n'avais pas créé sa chute. J'avais simplement cessé de la cacher. La guerre médiatique ne portait pas seulement sur la réputation. Elle portait sur le pouvoir. Pendant des années, Eric avait tissé des récits qui me dépeignaient comme émotive, réagissant de manière excessive, trop sensible. Maintenant, les rôles étaient inversés. Chaque mensonge qu'il racontait s'effondrait sous le poids des preuves. Les captures d'écran n'avaient pas besoin d'interprétation. Les notes vocales n'avaient pas besoin d'explication. Le monde le voyait clairement pour la première fois. Et puis il se battait, pire c'était. Chaque démenti entraînait une autre fuite, une autre capture d'écran. Des amis de Laura ont commencé à intervenir anonymement. Des histoires d'elle se vantant d'Eric, la preuve qu'elle étalait leur liaison bien avant que le mémo ne fuite. Même le frère d'Eric a posté un statut énigmatique en ligne.
La famille devrait être sacrée. Certaines lignes ne peuvent pas être franchies. Il ne mentionnait pas de nom, mais tout le monde savait. En un mois, l'image soigneusement construite d'Éric n'était plus que des décombres. Ses patrons l'ont convoqué, citant des dommages à la réputation de l'entreprise. Il est rentré furieux, m'accusant. « Tu es en train de détruire ma carrière. »« Non, » ai-je dit calmement. « Tu l'as détruite au moment où tu as pensé que le secret te rendait invincible. » Il arpentait la pièce comme un animal en cage, les cheveux en désordre, le visage rouge. « Je vais te poursuivre pour diffamation. » Je l'ai interrompu avec un sourire calme. « Poursuivre qui, Éric ? Internet ? Tes collègues, ton frère, ou moi ? Parce que j'ai les preuves, et un juge les aura aussi. » Il s'est dégonflé. Le combat le quittant par vagues. L'homme qui se pavanait autrefois dans les restaurants avec sa main au creux de mes reins, évitait maintenant les lieux publics. Il portait des casquettes de baseball basses, des lunettes de soleil à l'intérieur, désespéré de disparaître. Mais l'humiliation ne disparaît pas. Elle se multiplie. Et je n'avais pas fini, parce qu'il ne s'agissait pas seulement qu'on se moque d'Éric en ligne. Il s'agissait de démanteler chaque once de pouvoir qu'il pensait avoir. Réputation partie, cercle social en ruine, famille divisée, et bientôt les finances et la garde aussi. La guerre médiatique était terminée, et ce n'était même pas serré. Le public l'a vu pour ce qu'il était, un menteur, un lâche, un homme qui a joué avec sa famille et a perdu. Et moi, je me préparais juste pour le prochain round. Au moment où l'image publique d'Éric était en cendres, j'avais déjà 10 longueurs d'avance. La réputation s'effondre rapidement, mais l'argent et la garde, c'est là que se déroule la vraie guerre. Et je n'allais pas laisser ces pièces intactes. La première date d'audience est arrivée plus vite qu'il ne s'y attendait. Mon avocate, vive, inflexible, a demandé le divorce avec preuve à l'appui, le mémo vocal, les textos, les captures d'écran. Elle est entrée dans cette salle d'audience comme si elle avait déjà gagné, car nous savions toutes les deux que c'était le cas. Éric est arrivé en retard, les yeux injectés de sang, la cravate de travers, les mains tremblantes. Fini l'homme qui commandait autrefois les salles de conseil. Il ressemblait à un accusé, et c'est exactement ce qu'il était. Nous avons tout exposé. L'héritage que j'avais utilisé pour acheter la maison, les économies que j'avais financées, les nuits où j'avais travaillé doublement pendant qu'il poursuivait des idées commerciales à moitié cuites. Le juge a écouté, feuilletant les pages de preuves, cachant à peine son dédain alors qu'Éric tentait de trouver des excuses. C'était un soutien émotionnel, pas une liaison, a-t-il marmonné à un moment donné. Mon avocate a simplement tapoté la transcription de ses propres mots. « Laura, tu as été incroyable hier soir. » La salle d'audience a gloussé. Le visage d'Éric est devenu cramoisi. La garde était la prochaine étape. Léa était mon ancre, la raison de chacun de mes mouvements. Je la voulais inattaquable. Pas de faille. Aucune chance pour lui de la traîner dans son chaos. Nous avons présenté des dossiers. Comment je gérais sa scolarité, ses rendez-vous médicaux, sa vie quotidienne. Comment Éric manquait les réunions parents-professeurs, oubliait les heures de sortie, et l'avait une fois laissé attendre dehors dans le froid parce qu'il était pris au travail. La patience du juge s'est amenuisée à mesure que la liste s'allongeait. À la fin, ce n'était pas seulement la garde. C'était la garde exclusive qui m'était accordée, avec des visites surveillées pour Éric. Il a explosé dans le couloir après, sifflant entre ses dents. « Tu as monté ma fille contre moi. »« Non, » ai-je dit, ma voix stable. « C'est toi qui as fait ça au moment où tu l'as forcée à couvrir tes mensonges. N'ose pas me rejeter la faute là-dessus. » Les retombées financières ont suivi. Rapide et brutale. Nos comptes étaient déjà séparés. Mais le divorce signifiait la division des biens. La maison, la mienne, appuyée par la preuve de mon héritage. Les comptes de retraite partagés, avec moi repartant avec la part du lion après que mon avocate ait retracé chaque euro que j'avais contribué. Éric, qui se vantait autrefois de son sens des affaires, est resté assis dans un silence stupéfait alors que le juge signait la fin de son influence. Pire encore pour lui, son père, autrefois son plus grand filet de sécurité, lui a coupé les vivres. L'homme m'a prise à part après une audience, son visage marqué par la honte. « Chloé, je l'ai élevé mieux que ça. Il n'est plus mon problème. Toi et Léa, cependant, vous aurez toujours mon soutien. » Cette conversation s'est rapidement propagée. En quelques semaines,
les réunions de famille d'Eric ne l'incluaient plus. Son frère a bloqué son numéro entièrement. Les vacances sont venues et reparties avec Eric seul, pendant que le reste d'entre nous partageait des repas, des rires et une guérison sans lui. Laura était absente aussi. Son nom n'était pas prononcé, son existence comme une tâche que personne ne voulait reconnaître. L'effondrement de Laura a été plus silencieux, mais non moins dévastateur. Sa réputation en lambeaux et ses liens familiaux rompus, elle a sombré. Les amis l'ont abandonnée. Les emplois ont cessé de la rappeler et elle a finalement fait ses valises et quitté Lyon. J'ai entendu dire par un cousin qu'elle squattait sur des canapés dans une autre ville, fauchée et amère. Autrefois, cette information aurait pu me procurer une satisfaction tordue. Maintenant, c'était juste un bruit de fond. Elle s'était détruite elle-même. Je n'ai pas eu besoin de lever le petit doigt. Eric, cependant, son déclin était impossible à ignorer. Il a perdu son emploi lorsque l'entreprise a cité un préjudice irréparable à la confiance du public. Sa voiture a été saisie. Son crédit a plongé. Je l'ai vu une fois devant le palais de justice, hagard, portant un costume qui ne lui allait plus. Il a essayé de ricaner, d'invoquer cette vieille arrogance, mais elle s'est effondrée dès que nos regards se sont croisés. « Tu es impitoyable », a-t-il craché. Non, les jeux corrigeaient calmement. Je suis méticuleuse. C'est toi qui as créé ce désordre. J'ai simplement arrêté de le nettoyer pour toi. Les mots ont frappé plus fort que n'importe quelle gifle. Il a chancelé, marmonnant pour lui-même, et s'est éloigné comme un homme sans destination. Les alliés familiaux n'ont fait que renforcer son isolement. Mes parents, qui avaient autrefois essayé de maintenir la paix à tout prix, lui ont dit sèchement de ne plus jamais mettre les pieds chez eux. Même sa mère, qui m'avait supplié de guérir des mois plus tôt, a finalement admis, il n'est pas l'homme que je pensais qu'il était. Il n'est pas le bienvenu ici tant qu'il n'aura pas pris ses responsabilités, et nous savons tous les deux qu'il ne le fera jamais. Le dernier clou a été enfoncé lorsque le tribunal a finalisé le divorce. Noir sur blanc, sur du papier, tout était officiel. Maison, compte, garde, bien, tout solidement entre mes mains. Eric est parti ce jour-là avec rien d'autre que les vêtements qu'il portait et une pile de dettes. Je n'ai pas applaudi. Je n'ai pas jubilé. J'ai juste expiré. Des années de sacrifice, de silence, de doutes ravalés, équilibrés en un seul décret. La nouvelle s'est répandue rapidement. Les cercles de Lyon sont plus petits qu'on ne le pense. Eric Kaiser n'était pas seulement un homme qui avait trompé sa femme. C'était un homme qui avait tout perdu à cause de cela. Et moi, je suis sorti de ce palais de justice, non pas brisé, non pas amer, mais libre. Je pensais avoir vu Eric pour la dernière fois le jour où les papiers du divorce ont été tamponnés. Mais les hommes comme lui ne partent pas tranquillement. Ils s'attardent, tournant autour des bords de la vie qu'ils ont détruite, désespérés de récupérer des miettes de contrôle. C'était tard dans la soirée quand il est arrivé. Je venais de mettre Léa au lit. La maison était enfin calme quand le coup à la porte a retenti, lent, lourd, insistant. J'ai ouvert pour le trouver là, debout, plus mince, mal rasé, portant la même veste de costume que j'avais vue pour la dernière fois au tribunal. L'arrogance avait disparu, remplacée par quelque chose que je n'avais jamais vu dans ses yeux auparavant, le désespoir. « Chloé, dit-il, la voix rauque. S'il te plaît, j'ai besoin de te parler. Je ne me suis pas écarté. Tu ne devrais pas être ici. Je sais, admit-il, se frottant les tempes comme si le poids du monde l'écrasait. Mais j'ai tout perdu. Mon travail, ma famille, ma réputation. Laura est partie. Mes parents ne prennent pas mes appels. Je dors sur le canapé d'un ami. Je n'ai même pas assez d'argent pour dîner la plupart des soirs. Sa voix se cassa. J'ai juste besoin que tu comprennes que je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Je l'ai étudié. L'homme qui se pavanait autrefois dans la vie, convaincu qu'il était intouchable. Maintenant, il ressemblait à une version creuse de lui-même, mendiant des miettes de sympathie. Tu l'as voulu à chaque seconde, Eric, dis-je doucement. Chaque mensonge, chaque ricanement, chaque moment où tu te moquais de moi avec ma sœur. Ne reste pas là à prétendre que c'était un accident. Il a tressailli, les yeux fuyants. J'ai été stupide, faible. Mais nous avons eu 10 ans, Chloé. Ça ne compte pas pour quelque chose? Ça compte comme les fondations que tu as réduites en cendres. Il s'est approché, baissant la voix.
Je veux retrouver ma famille. Je veux que Léa sache que je ne suis pas le monstre que les gens disent que je suis. S'il te plaît, ne peux-tu pas me pardonner? Ne pouvons-nous pas recommencer? Quelque chose en moi a changé. Autrefois, j'aurais pu être tenté de m'adoucir, de rationaliser, mais cette version de moi avait disparu. J'ai pensé à Léa endormie à l'étage, en sécurité dans le monde que j'avais reconstruit sans lui. J'ai pensé au serment que je m'étais fait la nuit où j'ai quitté ce dîner d'anniversaire, que je ne le laisserai plus jamais m'humilier. Recommencer, ai-je répété, mon ton sec. Tu n'as pas le droit d'appuyer sur reset après avoir tout brisé. Tu n'as pas le droit d'avoir une autre chance d'empoisonner cette maison ou cette famille. Tu as choisi la trahison. Tu as choisi la lâcheté. Et maintenant, tu vis dans les ruines de tes propres choix. Ses mains tremblaient. Chloé, s'il te plaît, je changerai. Je le jure. J'ai laissé le silence s'étirer, son poids s'abattant sur lui. Puis j'ai prononcé les mots qui vivaient en moi depuis des mois, la vérité qu'il avait besoin d'entendre, que cela le brise ou non. Tu es l'architecte de ta propre destruction. La phrase a frappé comme une pierre jetée dans l'eau, se propageant dans l'air jusqu'à ce que ses épaules s'affaissent. Il m'a regardé, les lèvres entr'ouvertes, les yeux vitreux. Pour une fois, il n'avait aucune répartie, aucune défense, juste la réalité écrasante de ce qu'il était devenu. J'ai reculé et j'ai fermé lentement la porte, le loquet s'enclenchant comme un dernier clou dans son cercueil. De l'autre côté, je l'ai entendu expirer un son à mi-chemin entre un sanglot et une malédiction. Puis des pas se sont éloignés dans la nuit. Je me suis appuyé contre la porte un instant. Expirant, calmement. Mes mains ne tremblaient pas. Mon cœur ne battait pas la chamade. Je ne ressentais qu'une clarté absolue. Le chapitre était clos. Il avait supplié. Il avait plaidé et je lui avais donné la seule vérité qui comptait. Et pour la première fois depuis des années, je savais avec une certitude absolue, j'étais libre. Une année passe vite quand on arrête de vivre en mode survie. Les jours sont moins flous, les nuits semblent plus légères, et même le silence de la maison passe de lourd à paisible. Avant, je redoutais de me réveiller seul. Maintenant, je le savoure. Les matins calmes où il n'y a que moi. Le rire de Léa qui résonne depuis sa chambre. Et la liberté de savoir qu'il n'y a pas de couteau caché derrière les sourires. La vie s'est reconstruite par morceaux. Je suis retourné travailler à plein temps, grimpant plus haut que je n'avais jamais réussi auparavant. Il s'avère que les sacrifices que j'avais faits pour les entreprises à moitié cuites d'Eric n'ont pas été vains. Ils m'ont rendu plus vive, plus dure, plus implacable. Mon patron m'a appelé une tempête en talons. Je l'ai pris comme un compliment. Les promotions ont suivi, les salaires ont augmenté, et pour la première fois, je ne me contentais pas de survivre financièrement. Je prospérais. La maison, ma maison, semblait à nouveau vivante. De la peinture fraîche, de nouveaux meubles, pas d'ombre qui rôde dans les coins. Léa s'est épanouie aussi. Elle est devenue plus brillante, plus stable, ne marchant plus sur des œufs autour d'un père distrait. Elle s'est jetée dans les projets scolaires, les entraînements de football, et a même demandé si elle pouvait essayer le piano. J'ai regardé sa confiance s'épanouir, et j'ai su que j'avais fait le bon choix, en la protégeant, en lui montrant à quoi ressemble la force. Un soir, alors que je l'abordais, elle a murmuré « Maman, tu es mon héroïne ». C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que tout ce que j'avais enduré en valait la peine. Quant à Eric, son déclin était plus discret, mais constant. J'entendais des bribes par le bouche à oreille. Comment il avait perdu un autre emploi? Comment on l'avait vu dans un bar du centre-ville, suppliant d'anciens collègues de l'aider? Comment même Laura l'avait abandonné depuis longtemps? Il était devenu une histoire édifiante. L'homme qui a tout perdu parce qu'il se croyait intouchable. Les gens ne chuchotaient plus son nom avec pitié. Il secouait la tête avec dégoût. Je l'ai croisé une fois dans une épicerie. Il avait l'air plus petit, plus mince, presque méconnaissable dans un vieux sweat à capuche, poussant un chariot avec quelques boîtes de soupe. Il s'est figé quand il m'a vu, baissant les yeux comme un enfant pris en train de voler. Je ne me suis pas arrêté. Je n'avais pas besoin de mots. L'expression sur son visage m'a dit qu'il savait. Nos mondes s'étaient séparés, et le mien prospérait tandis que le sien s'était flétri. Je ne ressentais plus de rage en pensant à lui. Juste de la distance, comme se souvenir d'une tempête après que le soleil soit revenu. Douloureux, oui, mais plus dévorant. La trahison m'avait ouverte,
mais elle avait aussi fait de la place pour quelque chose de plus fort. La liberté. Les gens me demandent parfois si je lui pardonnerai un jour. Ma réponse est simple. Le pardon est gaspillé sur ceux qui l'utilisent comme une arme. Je ne porte plus ses péchés, mais je ne les excuse pas non plus. Ce qu'il a construit, il l'a détruit. Ce qu'il a détruit, je l'ai reconstruit. La vérité, c'est que je n'ai pas seulement survécu à lui. Je l'ai dépassé. Et maintenant, quand je regarde ma fille, ma maison, mon reflet dans le miroir, je vois une femme qui a refusé d'être définie par la trahison. Je vois une vie qui est la mienne seule, reconstruite non pas à partir des cendres, mais à partir de l'acier. Eric est l'ombre d'un homme errant dans les décombres qu'il a créés. Je suis la femme qui est sortie du feu. Et la liberté, j'ai appris, est la vengeance la plus tranchante de toutes.